Je suis Philippe Descola, je suis anthropologue, je suis professeur émérite au Collège de France et spécialiste des rapports entre des sociétés et leur environnement dans des contextes non marchands, disons, dans des sociétés de la ceinture intertropicale et en particulier en Amazonie. L'idée clé, c'est qu'on ne peut pas continuer dans cette même direction, c'est-à-dire nous avons instauré, nous les modernes, en Europe, à l'âge classique, au XVIIe siècle en particulier, une séparation absolue entre les humains et les autres qu'humains, en considérant que les autres qu'humains étaient des ressources, des choses inanimées qu'on pouvait transformer en marchandises et faire servir au bien-être des humains. Et de ce fait, nous avons progressivement détruit la diversité biologique, et les milieux, transformé le système de la Terre avec le réchauffement climatique, et nous nous apercevons au fond que ce modèle qui était fondé sur cette révolution anthropologique d'extraire les humains du monde du vivant, cette révolution anthropologique qui a permis la naissance du capitalisme, a eu des effets néfastes, dont une partie de nos concitoyens, quand je parle de concitoyens, c'est les citoyens du monde, sont convaincus, dont une autre partie n'est pas tout à fait convaincue, et même dont une autre partie s'y oppose, comme le montre le virage de la politique aux États-Unis vis-à-vis de la science en général et du réchauffement climatique en particulier. Et donc cette situation dans laquelle nous trouvons est une situation dans laquelle, au fond, chacun d'entre nous doit être incité à prendre parti dans un combat qui est au fond un combat politique, c'est-à-dire quels sont les moyens que nous nous donnons pour arrêter de rendre la planète de moins en moins habitable, et en tout cas pour la majorité de ses occupants, et quels sont les moyens que nous utilisons pour stopper ce processus de dévastation dans lequel nous nous sommes engagés. Ces moyens, il y en a au fond, ils sont très divers. Ce peut être des moyens institutionnels. Donc j'ai insisté ce matin sur l'un de ces moyens, qui était de resubjectiver les autres qu'humains, puisque ce que j'appelle le naturalisme a eu comme effet de désubjectiver les autres qu'humains, les transformer en choses inanimées, en marchandises. Et il m'a semblé qu'une façon intéressante de les resubjectiver était un mouvement qui se déploie depuis quelques décennies, qui consiste à donner une personnalité juridique au milieu de vie. Et cette initiative qui a démarré en Nouvelle-Zélande, mais qui s'est répandue comme une traînée de poudre un peu partout dans le monde, y compris en Europe, avec le Mar Menor en Espagne, pas encore en France, en dépit des initiatives qui ont été prises pour faire de Loire un sujet de droit, ou de la Seine. Ces initiatives ont pour résultat de transformer profondément le rapport qu'il y a entre les humains et les milieux qu'ils occupent, c'est-à-dire que ces milieux ne sont plus des territoires que l'on peut s'approprier, mais sont des territoires qui nous accueillent et qui, de ce point de vue-là, ont leurs droits et, au fond, se possèdent eux-mêmes et, d'une certaine façon, nous possèdent nous. Et donc ça inverse le sens de l'appropriation qui a été pendant longtemps celui d'une appropriation destructrice
des ressources naturelles par les humains. Donc c'est l'une des voies possibles, et d'autres voies que j'ai souhaité faire entendre aussi, ce sont ceux des marginaux dans le monde entier, que sont les populations autochtones qui défendent leur territoire, ou les habitants des territoires alternatifs comme les ZAD, qui essayent d'inventer des manières différentes de vivre en commun sur des milieux qui ne sont pas des ressources taillables et corvéables à merci, mais des milieux qui les accueillent et dont ils sont sensibles à l'hospitalité, disons. Il y a des moments où je me demande si nous savons vraiment, c'est-à-dire si nous mesurons complètement l'ampleur des bouleversements qui se profilent. Quand je dis nous, toute la question est de savoir qui est le nous. Les organismes publics le savent, puisque l'État a développé un programme d'adaptation de la France à 4 degrés. 4 degrés, ça aurait été inimaginable il y a quelques années. Il y a quelques années, lors de la COP 21, il s'agissait de ne pas dépasser 1,5 degré à la fin du siècle. Maintenant, ce sont les organismes de l'État qui tablent, comme la plupart des prévisions raisonnables par les climatologues, sur une augmentation de 4 degrés. Personne ne sait ce que sera, au fond, un monde dans lequel il y aura une augmentation de température moyenne de 4 degrés à l'échelle globale, avec évidemment des différences locales importantes. Et donc, c'est une bonne chose que l'État se préoccupe de ce genre de questions, mais je ne suis pas sûr que la grande majorité des gens ait pris conscience, au fond, des bouleversements absolument profonds que cela va induire, du fait notamment d'effets de cumul ou d'effets de seuil aussi, qui font qu'au-delà d'une certaine augmentation du réchauffement climatique, des phénomènes vont se produire dont on ne mesure pas encore complètement les conséquences. Je pense à des phénomènes de transformation de la circulation des courants océaniques, par exemple, ou des effets de la fonte des glaces, à la fois des glaciers malayens et des calottes glaciaires, sur l'élévation du niveau de la mer. Toutes ces choses-là, on peut essayer de les imaginer, mais il y a très peu de gens qui les imaginent. Et l'une des choses qui est le plus frappante, au fond, c'est que lorsque des catastrophes climatiques qui sont à l'évidence liées au réchauffement climatique se sont produites récemment, en France, dans le nord de la France, et en Espagne, à Valence, avec les inondations dans les deux cas, non seulement la question du réchauffement climatique et de la dévastation de la planète ne s'est pas posée pour beaucoup des gens qui étaient victimes de ces inondations, mais ils ont eu tendance à considérer que les écologistes qui avaient pourtant prédit ces événements étaient les premiers responsables du fait, au fond, alors je ne vais pas rentrer dans le détail des raisons pour lesquelles on les rendait coupables, mais il y a ce qu'on pourrait appeler un syndrome de Cassandre, c'est-à-dire le fait que ce sont les porteurs de mauvaises nouvelles qu'il faut mettre à mort et non pas les nouvelles dont ils sont les porteurs. Donc le problème est je ne pense pas que nous savons. Je veux dire, nous sommes quelques-uns à savoir, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que ce soit un savoir si répandu que ça. Il est soit nié, soit ignoré. Il suffit de regarder les médias de communication de masse pour voir que c'est une question qui est abordée à l'occasion, mais qui n'est pas avec la systématicité et l'ampleur qu'elle mériterait. Donc nous savons, qu'est-ce que nous faisons? À mon sens, les mesures
d'adaptation il est utile qu'on les envisage, mais c'est la totalité du système d'exploitation de la Terre et des humains sur cette Terre et des non-humains qui la peuplent qui est à revoir. Et par conséquent, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est sortir de l'exploitation capitaliste du monde, la transformation de toutes les composantes du monde, y compris les humains d'ailleurs, en marchandises, pour inventer des systèmes nouveaux. L'histoire de l'humanité porte à l'optimisme parce que pour quelqu'un comme moi, pour un anthropologue qui sait très bien qu'on ne transpose pas des systèmes sociaux ou des systèmes économiques dans d'autres contextes historiques, néanmoins le fait que ces systèmes sociaux aient existé, pour certains d'entre eux continuent d'exister, est une extraordinaire stimulation intellectuelle, un tremplin pour essayer d'imaginer des solutions alternatives. Seulement voilà, il faut faire preuve d'imagination, et ça, ce n'est pas toujours ce qui prédomine, non seulement chez les citoyens ordinaires, mais aussi chez ceux qu'ils appellent à des fonctions dirigeantes par leur vote. Je pense que la situation aux États-Unis est intéressante. C'est qu'elle montre bien, je pense, que la réaction conservatrice caractéristique de ce qui se passe aux États-Unis montre que ces porteurs ont parfaitement identifié la menace. Et la menace, c'est quoi? C'est l'identification, à mon sens, correcte de la dévastation de la planète par un système qui est le système capitaliste. Par conséquent, le danger, c'est que les gens se retournent contre le capitalisme et donc ce que Trump appellerait les écolos et les communistes, qui ne sont d'une seule engeance, au fond, donnent la main pour essayer de supprimer ce système. C'est une attitude, d'ailleurs, qui, paradoxalement, est aussi celle des dirigeants chinois, hein, qui sont tout aussi attachés, aussi curieux que cela puisse paraître, au capitalisme que les sphères dirigeantes aux États-Unis ou en Europe. Donc c'est une question de lutte politique pour essayer de montrer aux citoyens à quel point le système capitaliste tel que nous le connaissons est le premier responsable, au fond, de la destruction du monde dans lequel nous vivons, de sa perte d'habitabilité, et que si nous voulons changer, eh bien, il faudra changer de système. Je pense qu'il serait intéressant pour la prochaine session de mettre l'accent sur le fait que la dévastation de la planète n'est pas liée à l'activité de l'homme en général. Hein, c'est pas l'Anthropocène. L'Anthropocène a mis l'accent sur un point important, hein, c'est que il était devenu difficile de séparer les activités humaines des phénomènes naturels dans la fabrication de phénomènes physiques comme le réchauffement climatique, même si beaucoup continuent à nier les liens entre les deux. Que ce n'est donc pas l'homme en général, ce n'est pas l'homo sapiens qui est responsable de cette situation, mais c'est un système, c'est le système capitaliste, c'est-à-dire c'est un système qui transforme en marchandises la plupart des non-humains et la plupart des humains aussi, de façon à accumuler des quantités croissantes de bien-être et de profit. Et la contradiction de ce système, au fond, le capitalisme industriel est né, commencé à la fin au début du 19e siècle, pardon, et il a mis il a rendu possible
une idée qui était celle de la philosophie des Lumières, qui était celle du progrès croissant de l'émancipation sociale et donc de l'acquisition des libertés individuelles pour les humains, avec la progression du bien-être. Et c'est cette corrélation qui maintenant qui a été rendue possible par le développement du capitalisme industriel et donc une production sans cesse accrue de marchandises au cours du 19e et du 20e siècle, mais c'est cette idée qui est devenue maintenant impossible. Il n'est plus possible de concevoir l'émancipation politique et la croissance des libertés, qui sont indispensables, comme étant le produit d'une accumulation de bien-être. Et donc, ça suppose un défi intellectuel considérable, consistant à découpler ces deux aspects, puisque l'accumulation de richesses est fondée sur l'utilisation de ressources vues comme infinies dans un monde fini, donc elle n'est pas possible. Et c'est un défi pour le XXIe siècle, c'est un défi auquel il faut pouvoir répondre, et l'UNESCO me paraît bien placé pour le faire.